domination sur les consciences passe essentiellement par l'utilisation viciée du langage par la classe économiquement et socialement dominante. Étant détenteur de l'ensemble des moyens de communication, le pouvoir diffuse l'idéologie marchande par la définition figée, partielle et partiale qu'il donne des mots. Les mots sont présentés comme neutres et leur définition comme allant de soi. Mais sous le contrôle du pouvoir, le langage désigne toujours autre chose que la vie réelle. C'est avant tout un langage de la résignation et de l'impuissance, le langage de l'acceptation passive des choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent demeurer. Les mots travaillent pour le compte de l'organisation dominante de la vie, et le fait même d'utiliser le langage du pouvoir nous condamne à l'impuissance. Le problème du langage est au centre du combat pour l'émancipation humaine. Il n'est pas une forme de domination qui se surajoute aux autres. Il est le cœur même du projet d'asservissement du système totalitaire marchand. Les esclaves modernes se pensent toujours citoyens. Ils croient voter et décider librement qui doit conduire leurs affaires, comme s'ils avaient encore le choix. Ils n'en ont conservé que l'illusion. Croyez-vous encore qu'il existe une différence fondamentale quant au choix de société dans laquelle nous voulons vivre entre le PS et l'UMP en France, entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, entre les travaillistes et les conservateurs au Royaume-Uni? Il n'existe pas d'opposition car les partis politiques dominants sont d'accord sur l'essentiel, qui est la conservation de la présente société marchande. Il n'existe pas de parti politique susceptible d'accéder au pouvoir qui remette en cause le dogme du marché. Et ce sont ces partis qui, avec la complicité médiatique, monopolisent l'apparence. Ils se chamaillent sur des points de détail pourvu que tout reste en place. Ils se disputent pour savoir qui occupera les places que leur offre le parlementarisme marchand. Ces pauvres chamailleries sont relayées par tous les médias dans le but d'occulter un véritable débat sur le choix de société dans laquelle nous souhaitons vivre. L'apparence et la futilité dominent sur la profondeur de l'affrontement des idées. Tout cela ne ressemble en rien, de près ou de loin, à une démocratie. La démocratie réelle se définit d'abord et avant tout par la participation massive des citoyens à la gestion des affaires de la cité. Elle est directe et participative. Elle trouve son expression la plus authentique dans l'Assemblée populaire et le dialogue permanent sur l'organisation de la vie en commun. La forme représentative et parlementaire, qui usurpe le nom de démocratie, limite le pouvoir des citoyens au simple droit de vote, c'est-à-dire au néant, tant il est vrai que le choix entre gris clair et gris foncé n'est pas un choix véritable. Les sièges parlementaires sont occupés dans leur immense majorité par la classe économiquement dominante, qu'elle soit de droite ou de la prétendue gauche social-démocrate. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque. À y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux. Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre. Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration.
Si cette Assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateurs. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Et quelques profits à en tirer. Il y avait des places à prendre. Le devoir de la France était de les occuper, pour y trouver de nouveaux débouchés pour son industrie, un champ d'expérience pour ses armes. Et une école d'énergie pour ses soldats, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Président de l'Assemblée, je demande que les insinuations calomnieuses que le président du Conseil vient de porter contre les élus du peuple ne soient pas publiées au journal officiel. Il me paraît assez délicat. J'attendais cette protestation. Et je ne suis pas surpris qu'elle vienne de vous, monsieur Jussieu. Vous êtes, je crois, conseil juridique des aciéries Grenaire. Je ne vous le reproche pas. Vous êtes trop bon. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. J'ai parlé tout à l'heure de syndicats d'intérêt. Voulez-vous, messieurs, que je fasse l'appel de cette Assemblée? Nous allons même le faire par ordre alphabétique. Gaston Ablin, président directeur général de l'Omnium minier du Sénégal, des charbonnages de la Côte d'Ivoire, de la compagnie franco-africaine pour l'électricité et l'industrie. Jean Adrian, volet de pouvoir de la banque Isard Lebray, directeur administrateur des fonderies et forges de Picardie, fondateur de la compagnie d'assurance La Liégeoise. Monsieur François Ambert se contente de présider les raffineries Legrand, lesquelles sont reliées au Trust Vogel, qui contrôle 25 sous-marques et filiales diverses. Monsieur le Président, je m'appelle Aymar, A.I. Je ne préside aucun trust et n'administre aucune société. En effet, Maître Aymar est avocat conseil de l'Anglo-Française des pétroles, il ne touche pas de dividendes. Il perçoit des honoraires. Monsieur le Président de l'Assemblée, sommes-nous ici pour une revue de détail? Monsieur Valimont, merci. Votre insignifiance vous tenait lieu de paravent et j'avais justement une question à vous poser. Comment pouvez-vous concilier votre fonction de député catholique démocrate avec votre métier d'avocat d'une grosse banque israélite? Voyez-vous là quelque chose d'infamant? Aucune infamie. Simplement une légère contradiction dans les termes. Enfin, puisqu'elle ne vous apparaît pas. Je suis certain qu'elle n'apparaîtra pas non plus pour des raisons similaires à monsieur Audran de Hauteville, qui défend, avec talent d'ailleurs, la cause du désarmement, et dont la famille fabrique depuis plusieurs générations des armes automatiques de réputation mondiale. Les Hauteville n'ont pas de leçon à recevoir, monsieur Beaufort. Ils pourraient par contre vous en donner. J'en suis certain. Venant de gens qui allient la vocation de pacifiste au métier d'armurier, j'aurais en effet beaucoup de choses à apprendre. Monsieur Alexandre Beauvais, président directeur général des phosphates d'Abdel Salim. Monsieur Beauvais est un modeste. Il aurait pu se faire élire dans 5 départements, puisqu'il dirige le plus important de nos journaux de province. Paul Villemomble, administrateur des filatures Zeugman et vice-président de la Société française des soieries de France. Enfin, monsieur Ziegler, le dernier de la liste, et qui ferait figure de parent pauvre si sa femme ne possédait pas 33% des bazars de Sao Paulo. Je vous demande pardon. À l'énoncé de tous ces titres, je réalise la folie de mon entreprise. En vous présentant ce projet, je ne vous demandais pas seulement vos voix, je vous demandais d'oublier ce que vous êtes. Un instant d'optimisme. C'est sans doute à cet optimisme que M. Chalamont faisait allusion tout à l'heure, en évoquant mes bons sentiments et mes rêves périmés. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là,
Le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelitzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais. Vous voyez, messieurs, nous aurons enfin été d'accord une fois. Je partirai au moins avec l'estime de mes adversaires. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Vous allez faire avec les amis de Monsieur Chalamont l'Europe de la fortune contre celle du travail, l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix. Eh bien, cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous laisse. Le gouvernement maintient son projet, la majorité lui refusera la confiance, et il se retirera. Il y était préparé en entrant ici. J'ajouterai simplement pour quelques-uns d'entre vous. Réjouissez-vous, fêtez votre victoire, vous n'entendrez plus jamais ma voix. Et vous n'aurez jamais plus à marcher derrière moi. Jusqu'au jour de mes funérailles. Funérailles nationales que vous voterez d'ailleurs à l'unanimité. Et ce dont je vous remercie par anticipation. Bruxelles porte leur marque jusque dans ses pierres. Ils y ont laissé leur empreinte. On retrouve leurs symboles sur ses façades, et même si ce n'est pas toujours leur œuvre, dans ces espaces publics. Des rues leur sont dédiées, des monuments ont été édifiés à ces francs-maçons qui ont dirigé et façonné la capitale. La Belgique compte environ 25 000 francs-maçons. Cela fait de notre pays l'un des pays d'Europe où la franc-maçonnerie est la plus vigoureuse. Les francs-maçons tirent-ils les ficelles? Quelle est leur influence et leur pouvoir? Pour tenter de le cerner, nous sommes allés frapper à la porte du temple. Celle du Grand Orient d'abord, la plus grosse obédience en Belgique. Eh bien voilà, les portes du temple sont restées fermées. Ce qui se passe ici, comment se déroule leur réunion, vous ne le verrez pas. Aucune loge n'autorise qu'on filme ces travaux. Et ce qui se dit dans le temple n'en sort pas, les maçons en font le serment. Mais nos archives regorgent de trésors, vous allez donc en avoir un aperçu. Car fait rarissime, en 1979, nous avions pu filmer, dans une loge française, ce qu'on appelle une tenue blanche, c'est-à-dire une réunion ouverte à un orateur extérieur, des images donc exceptionnelles. Vénérable maître, le respectable frère, grand directeur des cérémonies, demande l'entrée du temple. Veuillez l'admettre, mes frères. Debout, mes frères. Un collège des officiers avec son vénérable maître, ses surveillants, son couvreur et ses experts orchestrent les travaux. Le protocole est rigoureux. Les maçons ont leur rituel, leur code vestimentaire, tablier, gants blancs et cordons sont de rigueur. L'ensemble très cérémonial, voire solennel, a de quoi surprendre. Tous mes frères ici assemblés vous accueillent debout, vous applaudissent même. Bien qu'ils aient ouvert leurs portes à notre caméra, les francs-maçons n'aiment pas les projecteurs. Beaucoup préfèrent ne pas se dévoiler. Au nom de la fraternité, il leur est en tout cas interdit de dévoiler leurs frères. Cette extrême discrétion est à l'origine de tous les fantasmes, le plus célèbre, le complot judéo-maçonnique. Suivant cette thèse, francs-maçons et juifs travailleraient main dans la main pour dominer le monde, une véritable force occulte. La démocratie ne serait donc qu'une mascarade. La franc-maçonnerie ne serait pas présente que dans le secteur de la justice. On la retrouverait dans l'ensemble du secteur public comme dans le privé. L'enseignement public, les hôpitaux publics, les communes bruxelloises sont donc historiquement des bastions francs-maçons. À l'exception de 2 d'entre eux, tous les bourgmestres de Bruxelles-Ville étaient ou sont membres d'une loge. Y aurait-il donc des interférences entre franc-maçonnerie et politique? C'est sans aucun doute l'aspect le plus touchy de notre enquête. On retrouve donc logiquement des francs-maçons jusque dans les gouvernements. À propos de celui-ci, le gouvernement Verhofstadt I, on a même carrément dit que c'était un gouvernement franc-maçon.